ça bouge. Non mais c'est vrai, hein. Vous savez, il faut faire du bouche-oreille, hein, parce que les petits jeunes, il faut qu'on se batte un peu, hein, pour faire bouger les choses en politique, à Meaux ou ailleurs, hein. Faut y aller, hein. Faut que ça bouge, disait-il en 1995 lors de sa campagne à Meaux. Ce slogan est-il toujours celui de Jean-François Copé? Parle-t-il vraiment des vrais problèmes aux vrais gens, comme il prétend le faire? Et sa stratégie de communication façon droite décomplexée ne risque-t-elle pas de lui jouer des tours? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, Jean-François Copé, qui nous a reçus à l'UMP. Jean-François Copé, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes aujourd'hui en compétition avec François Fillon pour prendre la tête de l'UMP. La campagne est dure, les médias en rendent compte tous les jours. Mais sur le plan humain, vous vous connaissez bien. Quelle est la principale qualité que vous lui reconnaissez, celle que vous lui enviez éventuellement? Écoutez, c'est quelqu'un qui est en fait dans le contact quotidien extrêmement aimable. Et nous avons toujours eu des relations qui étaient extrêmement cordiales, même si nous avons parfois des désaccords, et je trouve que c'est plutôt agréable. Et son principal défaut? Ah, écoutez, vous m'en demandez beaucoup. Je ne suis pas un spécialiste de la publicité comparative, hein. Voilà, donc je suis heureux de vous avoir dit l'une de ses qualités. Alors, il y a les journalistes qui, eux, sont experts en publicité comparative, voilà, paraît-il. Alors, justement, on en a interviewé un qui vous connaît bien, Frédéric Dumoulin, et il parle de votre relation avec François Fillon à partir d'un petit extrait qui peut paraître anecdotique, on va le voir, mais qui marque, paraît-il, un moment charnière dans votre relation avec François Fillon. On est fin 2010 et François Fillon tient son discours de politique générale. Quelques images et son commentaire, je vous montre. Je vous le dis, nous allons continuer à réformer. Au nom de l'avenir que nous écrivons aujourd'hui. On a beaucoup parlé de la jeunesse ces derniers mois. Voilà, un discours de politique générale du Premier ministre et ostensiblement Jean-François Copé n'écoute pas. Alors ça veut dire quoi ça? Oui, bah c'est en fait ça. Après, il s'est même excusé publiquement en disant oui, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Je suis désolé si j'ai pu apparaître insolent. Non, mais en fait, voilà, c'est pour montrer aussi. Voilà, finalement, François Fillon apparaît comme le vainqueur de son match avec Jean-Louis Borloo, puisque c'est lui qui a été reconduit à Matignon. Mais Jean-François Copé montre aussi que c'est l'autre homme fort autour de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que lui, il a le parti maintenant. D'accord, quand il fait ça, il refuse de faire vœu voilà, d'allégeance. Voilà, il ne fait pas allégeance. Voilà. En fait, c'est une façon de dire, il faudra compter sur moi. Mais en même temps aussi, c'est reconnaître que François Fillon, ça sera quand même un obstacle pour la suite. Puisque si jamais François Fillon n'était pas un problème, il l'écouterait tout naturellement. D'accord. Vous pensez que là, il a deviné que c'était lui, oui, que sur sa route, éventuellement, le seul qu'il pouvait trouver, c'était François Fillon. Alors que, étonnamment, au début du quinquennat, les deux hommes étaient plutôt assez proches sur le constat, sur les questions financières, sur les questions budgétaires, sur la question... ils sont tous les deux plus libéraux que Nicolas Sarkozy, on va dire. Et même Jean-François Copé a essayé, entre guillemets, de dealer au début avec lui quand il était en mauvais termes avec Nicolas Sarkozy. Au tout début du quinquennat, il a essayé de se faire un allié de François Fillon. Bon, ça n'a pas fonctionné parce que François Fillon est moins dans ce style-là. C'est pas du genre à conclure des pactes. Il est plus solitaire pour tout ça. Mais en fait, au départ, il y a vraiment eu un certain rapprochement entre les deux hommes. Mais ensuite, très vite, Jean-François Copé est déçu, enfin c'est ce qu'il dit, hein, il est déçu par François Fillon, dont il estime qu'il n'est pas assez courageux vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Il estime qu'il encaisse trop. Voilà. Alors, petit retour en arrière. Le journaliste explique qu'au début du quinquennat, vous aviez à un moment été tenté de vous rapprocher de François Fillon. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors pourquoi ça n'a pas marché? Pour tout vous dire, non, c'est pas tout à fait. Ah bon, alors les journalistes en plus, ils font de la publicité comparative et ils se trompent. Non, écoutez, non. Mais Frédéric Dumoulin fait une analyse qui est tout à fait intéressante et bien sûr pertinente, mais bon, c'est pas tout à fait cela. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Non. C'est vrai que nous avons des tempéraments très différents. François Fillon et moi, et que pour ce qui me concerne, j'ai toujours été attentif à l'exigence de décider, de mener à bien une politique publique jusqu'au bout. Voilà. Et de ce point de vue, il m'est arrivé de considérer que lorsque moi-même, dans le cadre de ce que j'appelais la coproduction des réformes ensemble, la majorité que je dirigeais à l'époque, et exécutif,
nous n'étions pas suffisamment soutenus quand on devait l'être. Voilà. Je pense par exemple que sur le texte que j'ai porté, sur l'interdiction de la burqa, qui était pour moi, et comme pour quasiment tous mes amis députés, une manière de dire stop à des extrémistes qui provoquaient la République, eh bien, du côté de l'exécutif, on nous regardait un peu de haut. Bon, je n'ai pas trouvé toujours le soutien que j'aurais pu penser. Il dit finalement, souvent vous disiez aux journalistes qu'il manquait de courage. Alors sur le fond, là encore moi je ne peux pas parler à sa place, mais moi je défends une ligne à laquelle je tiens beaucoup, qui est celle de dire on doit être fier d'être de droite. Voilà. C'est ce que j'ai appelé la droite décomplexée. Voilà. Alors quand je dis ça, François Fillon me dit non, mais ça c'est la droitisation. Non, c'est la droite. C'est-à-dire cette idée que nous avons des valeurs dont on doit être fier. L'autorité dans un pays qui a besoin de glissières d'autoroute, le courage politique, aller au bout des réformes, et puis d'autre part, la générosité. Et là, c'est vrai que c'est une des différences que nous pouvons avoir. Moi, je suis élu de terrain. Je suis élu à Meaux, dans une ville qui a été à gauche pendant des années, où j'ai fait baisser le Front National. Vous avez fait le choix d'aller vous implanter, effectivement, alors que vous étiez plutôt au départ parisien, des beaux quartiers. Un petit mot quand même concernant cet épisode et ces images. Alors ça peut paraître assez anecdotique, ce discours de politique générale. En même temps, visiblement, ça a été un moment important qui a beaucoup énervé François Fillon. Ça marche comme ça, la vie politique? On s'envoie des petits signaux comme ça? Écoutez, je vais vous dire très honnêtement, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai tout de suite exprimé des regrets, parce que moi je suis quelqu'un qui est extrêmement simple sur tout ça. Je suis désolé que ça ait été interprété ainsi, car ce n'était pas du tout mon but. Voilà, donc je m'en suis d'ailleurs ouvert immédiatement à François Fillon, en disant « Écoute François, je suis absolument confus, c'était vraiment des histoires d'images. Je suis désolé que cette image où on me voyait signer un parapheur soit sortie de son contexte. » Voilà. Mais le fait qu'il ait mal réagi, parce qu'à l'époque on se souvient qu'il avait mal réagi, ça en dit long quand même sur l'état de vos relations. Pour qu'il interprète ça et qu'il croit à cette interprétation. Oui. En même temps, vous voulez que je vous fasse une confidence? Bah oui. Eh bien écoutez, moi j'estime que quand quelqu'un est froissé, il est normal qu'on lui présente ses regrets, ce que j'ai fait immédiatement. Il m'est arrivé d'être froissé, de n'avoir jamais entendu les siennes. Ah bon, quand dites-nous quand, alors on a envie de savoir peu importe, peu importe. Bon, d'accord. Alors, justement, on a parlé des personnes, vous avez évoqué votre livre, donc ce manifeste pour une droite décomplexée, voilà le mot-clé. Alors, il y a des passages de ce livre que vous avez repris dans plusieurs discours, et à un moment, eh bien, alors là, vous êtes attiré une avalanche de critiques. Je vais vous faire commenter ce moment, mais d'abord vous soumettre le commentaire d'un expert de la communication, Gilles Masson, qui réagit à cette fameuse anecdote, ce discours sur le pain au chocolat. Je vous montre. Il est des quartiers dans notre pays, hélas, où il ne fait pas bon être une femme et où il ne fait pas bon être de couleur blanche. Il est des quartiers où je peux comprendre l'exaspération de certains de nos compatriotes, pères ou mères de famille rentrant du travail le soir, apprenant que leur fils s'est fait arracher son pain au chocolat à la sortie du collège par des voyous qui lui expliquent qu'on ne mange pas pendant le ramadan. Il est des familles de France qui vivent en silence leur souffrance et à qui personne ne parle jamais autrement qu'en les stigmatisant et en les traitant de tous les noms, au point qu'ils sont obligés aujourd'hui de baisser la tête et de partir s'ils peuvent le plus loin possible, alors qu'ils sont citoyens de la République française. Est-ce que nous allons, nous, tolérer cela au seul motif qu'à chaque fois que l'un des nôtres le dit, il se fait injurier par cette gauche de Saint-Germain-des-Prés? Sur le fond, on le sait, il va apparaître comme l'homme politique de la vraie vie par rapport à la droite molle, ça c'est clair, droite complexée versus droite molle. Il provoque le choc en permanence pour avoir le maximum de bruit médiatique. Et il y arrive. Oui, parce qu'il sait en disant ça que exactement, ça y est, il va provoquer un énorme tsunami, il le provoque, il y arrive, il le gère. Ce qui est très intéressant chez Copé, et on retrouve encore ça dans cette déclaration-là, c'est qu'il a toujours eu des fonctions qui font que paradoxalement, il ne parle pas forcément à qui on croit. C'est-à-dire Copé a été pendant des années le porte-parole du gouvernement. Il s'adressait sur toutes les télés au gouvernement. Quelque part, il parlait au gouvernement. C'est-à-dire qu'il était porte-parole pour parler au Français, mais en fait, il ne parlait pas aux Français, il parlait au gouvernement. Exactement. Il parle par-dessus la tête des gens au gouvernement. Quand il est président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, quelque part, quand il parle dans les grands médias, il parle à son camp. Il doit mobiliser en permanence les parlementaires pour en faire sa propre armée. Et quand il parle aujourd'hui à la télévision, il parle aux militants qui vont voter pour le chef du parti à l'UMP. Et ce discours-là est absolument typique de ça. C'est-à-dire que Copé, en communication, on dit à la cible B2B, c'est-à-dire la cible business, des influenceurs, donc son parti, et la cible B2C qui est le grand public. Copé, en permanence, fait des déclarations fracassantes et quelque part, ça passe un peu au-dessus de la tête des gens, ça provoque le débat et ça le refait exister auprès de son propre camp.
Voilà, B2B versus B2C. Vous y avez pensé à ça? Non, enfin, moi j'admire, hein, c'est un métier. Et ça n'est pas le mien, celui de l'analyse de la communication. Bon, il y a juste un petit quelque chose qui manque dans tous ces commentaires sympathiques. Qu'est-ce qui Hein, manque? c'est que c'est des commentaires qui viennent de Paris, quoi, qui sont totalement déconnectés de ce qui se passe sur le terrain. Et vous pensez que sur le terrain, vous parlez à tout le monde, pas sûr, juste à votre camp? Mais bien sûr. Mais écoutez, c'est en ça d'ailleurs que... Mais il faut laisser du temps au temps, on verra, on expliquera tout ça. Mais toute ma formation, tout mon parcours, c'est celui de maire de Meaux. C'est-à-dire d'une ville où j'ai moi-même, avec les années qui ont passé, découvert des choses auxquelles je ne pouvais même pas croire. Des choses qui ne passent jamais au journal de 20 heures. Qui sont... Mais si, je vous assure... Beaucoup de choses qui passent au journal de 20 oui, heures quand même. Mais celles-là, elles ne passent pas. Celles-là, elles ne Et passent vous pas, savez d'accord. pourquoi? Parce qu'elles sont politiquement incorrectes. Parce que le dire crée immédiatement la polémique. Alors, Et donc, juste pour finir là-dessus, oui. c'est intéressant ce commentaire du point de vue professionnel pour le métier qui est le vôtre. Mais ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est que la politique, aujourd'hui et demain, ce sera d'abord la capacité, depuis le terrain, de prendre des exemples concrets et de proposer des solutions concrètes, comme je l'ai fait. D'accord. Vous voyez, parce qu'on a pris que la dénonciation du problème dans l'extrait, mais il y a tout ce que je déroule dans le discours à Draguignan pour montrer qu'on peut en sortir. Oui, parce qu'effectivement, là, Mais oui. ce qu'on peut dire quand on voit cet extrait, c'est que votre manière de raconter l'histoire, il y a beaucoup de détails, hein, les pères et les mères de famille qui rentrent le soir, on imagine, les parents fatigués et qui découvrent, oulala, des voyous. Enfin, on sent que les détails, la manière de le raconter, c'est très journalistique pour le coup. Oui, mais vous voyez, regardez, vous en parlez, pardon, ne le prenez pas mal, Non. mais vous le prenez avec un sourire. Non, je demande qu'on comprenne Non, je ne prends pas ça avec le sourire. Je dis juste que la somme de détails par rapport à votre livre, par exemple, ou dans votre livre, l'anecdote, elle est beaucoup plus à plat, que là, il y a des détails sur les pères et mères de famille qui rentrent du travail, etc. Et donc, du coup, on imagine. Et c'est vrai que je le dis avec le sourire, pas du tout par rapport aux personnes concernées, mais par rapport à l'évolution, effectivement, entre le livre et le discours. Et c'est vrai qu'on se dit que vous avez dû réfléchir à la manière de raconter cette anecdote. Et on se demande, effectivement, si tous ces détails, pourquoi tous ces détails? Est-ce que c'est pour faire vivre la... Non, mais après, il y a une question de pédagogie. Il faut que chacun comprenne ce que cela veut dire. Il est évident qu'à l'oral, vous ne pouvez pas... vous avez une liberté que vous n'avez pas de la même manière quand vous le faites vivre à l'écrit. Mais sur la manière de raconter l'histoire, vous vous dites pas effectivement que c'est parce qu'il y a eu tous ces détails, c'est que vous en avez peut-être, c'est parce que vous avez il y a un peu de pathos dans l'anecdote telle que vous la racontez, que c'est peut-être ça qui a pu choquer. Eh bien, je vais vous dire, ce que vous appelez le pathos, moi j'appelle ça la générosité. Je pense qu'il y a, il y a vraiment quelque chose que chacun doit comprendre. Je pense que plus encore aujourd'hui qu'en d'autres temps, dans cette société hyper médiatisée, la politique telle que moi je l'imagine ne pourra plus être simplement l'accumulation de grandes phrases magnifiquement rédigées, tellement longues qu'on ne comprendra plus ce que le responsable politique veut dire. Je crois demain à l'exigence d'authenticité, de dire ce que l'on ressent à une condition, c'est qu'une fois qu'on a entendu et écouté, on propose des solutions concrètes. D'accord, les solutions, mais le registre, alors voilà ce que vous appelez générosité, que l'on peut tenter d'appeler pathos en disant... Mais oui, parce que faisait aussi Nicolas Sarkozy en 2007 d'ailleurs aussi, dans sa manière de raconter des anecdotes. Vous appelez pathos parce que je vois bien qu'il y a derrière le côté, là encore ne le prenez pas mal, péjoratif. Non, vous cherchez à susciter l'empathie, vous cherchez à faire vivre ces gens, à ce qu'on les imagine en train de souffrir. Écoutez, c'est pas le mot pathos qui résume ce que vous venez de dire. Le mot pathos, c'est en gros, eh bien, on va sur la souffrance. Non, ce qui compte pour moi, c'est que les gens qui sont dans l'épreuve sachent qu'ils sont entendus et respectés par rapport à ce qu'ils vivent et qu'on leur propose des solutions et des réponses. Et quand vous dites aujourd'hui, dans le monde médiatique tel qu'il est, on ne peut plus faire des grandes phrases, en fait il faut parler comme ça, c'est une conclusion à laquelle vous êtes arrivé quand? Ça, c'est que je pense que les gens veulent du concret. Et qu'à partir du moment où, dans une même phrase, parce que vous ne voulez pas prendre de risque, vous dites une chose et son contraire, regardez la communication de François Hollande, elle est éclairante. Vous n'avez jamais une réponse claire chez François Hollande. Et ce tsunami dont parle Gilles Masson, le communicant, vous l'escomptiez en prononçant cette phrase que vous avez répétée à plusieurs fois lors de plusieurs discours. Vous voulez savoir ce que j'en pense? Ouais. Je pense que le mot tsunami est terriblement parisien. Voilà. Oui. Terriblement parisien. D'accord. Un tsunami, c'est pas ça. Un tsunami, c'est des centaines de milliers de morts, à l'image de ce que nous avons hélas pu connaître de l'autre côté de la planète. C'est pas un tsunami. C'est simplement l'écho arrivé jusqu'à Paris qu'il est un homme politique qui va et qui régulièrement met les pieds dans le plat avec des solutions. Vous l'escomptiez que, alors cette révolte ou cette réaction ou ces critiques, vous doutiez que cette phrase provoquerait ça? Le problème est très simple. Il y a en France
une organisation assez bien faite pour qu'un responsable de droite ne puisse jamais évoquer les sujets qui soient considérés comme politiquement incorrects à Paris. D'accord. Regardez. Vous l'attendiez, vous Mais- l'escomptiez ou pas? Vous le saviez ou pas? Non. Ou ça vous a pris par surprise? Vous avez Non, dit mais que ça c'était- m'a fait sourire. Le racisme que j'évoque, le racisme anti-blanc que j'évoque, a été évoqué dans les mêmes termes par une ministre de gauche, Mme Belkacem. Ça n'a fait aucun problème. Mais dernière chose quand même, parce que vous dites la gauche et vous opposez effectivement les critiques. Il y a aussi des critiques à droite dans votre camp. Certains y ont vu la fameuse patte Buisson. Alors votre entourage a expliqué que Buisson n'était rien pour rien dans votre livre. C'est vrai, oui. Voilà, Patrick Buisson, donc conseiller très controversé de Nicolas Sarkozy. Il n'est pour rien dans le livre. Non, mais pardon, juste une chose. Vous me dites dans mon propre camp. Non. Qui, à l'UMP, s'est exprimé contre les propos que j'ai tenus? Des gens qui sont aujourd'hui, pour des raisons conjoncturelles, engagés contre moi. C'est-à-dire D'accord, qui sont aux côtés de du François côté de Fillon. François Fillon, d'accord. Là-dessus, soyez très tranquilles. Au D'accord. lendemain du 18 novembre, tout le monde va trouver que tout ce que je raconte, il faut absolument le redire, parce que c'est majeur D'accord, donc pour la dire reconquête Patrick du cœur des Buisson travaille Français. avec Jean-François Copé, ce qui peut... Non, non, mais tout attendez. ça, Non, mais c'est conjoncturel. non, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est pas le cas. Mais pour autant, c'est pas le sujet. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des noms de code dans la manière dont s'expriment les amis de François Fillon? Bah, décodez-nous les codes alors. Ah ben, c'est très simple, c'est très facile. Quand je m'exprime, c'est la droitisation. Quand il s'exprime, c'est un homme d'État. Voilà. Avec ça, vous avez le décryptage de la manière dont les amis de François Fillon s'expriment quand ils font campagne, soit pour lui, soit contre moi. Bon, on l'a un petit peu évoqué depuis le début de l'émission. Jean-François Copé, vous êtes plutôt du genre combattant. D'ailleurs, vous avez souvent dit que pendant la campagne, vous n'aviez pas hésité à trouver votre costume. Je crois que c'était votre expression voilà, pour défendre... C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Nicolas Sarkozy qui très gentiment un jour m'a dit « L'avantage avec toi, c'est que tu ne crains jamais d'avoir un accro à ton costume Voilà. et j'aimerais que vous soyez plus nombreux à être dans cette situation. » Voilà. Alors, on va revenir sur quelques moments où votre costume a été troué. Alors, d'abord, alors ça c'est toujours commenté par Gilles Masson, le communicant parisien, mais il n'est pas à Saint-Germain-des-Prés. Ça commence par un moment important, le fameux débat face à François Hollande pendant la campagne présidentielle. Et puis, il y a d'autres moments aussi qui sont commentés. Je vous fais regarder. Parce que je ne prends pas des décisions Oui, comme vous, enfin pas comme vous, parce que vous ne prenez pas de décisions, mais comme Nicolas Sarkozy, c'est clair. je ne vais pas les prendre à la légère. C'est dit un peu méchamment, mais Non, c'est mais pas c'est vrai. faux. Oui, oui, non, mais c'est dit un peu méchamment, mais c'est Non, pas faux. très gentiment. Très gentiment. Mais alors, dans ce cas, pour rester dans J'ai été aussi l'idée, dans j'ai votre compris. position de chef de parti, mais on ne J'ai- prend pas de j'ai- décision. J'ai compris une chose. C'est à force de vous regarder. Et là encore, cette émission, c'était très clair pour ça. Vous avez une technique, c'est que vous êtes, comment dire, un peu comme l'anguille, là. C'est-à-dire, vous écoutez et vous dites systématiquement à chacun ce qu'il a envie d'entendre. C'est-à-dire que c'est vrai Pas pour à l'automne. vous, convenez-en. Mais oui et non. Convenez-en. Mais je vais vous dire, regardez, je vous donne une autre soyez honnête illustration. là-dessus. Alors écoutez, bon, honnête, vous savez. Non mais honnête Regardez, intellectuellement, j'entends. regardez. Mais si vous pouvez, juste un moment, je sais que le temps est Allez-y, compté, François Hollande, mais allez-y. gardez un tout petit peu de silence. Vous n'allez pas être jugé sur cette émission. Vous préparez 2017, Allez-y, vous avez un peu le François temps. Hollande. Donc, Écoutez, en tout cas, ça me touche beaucoup. soyez patient. Ça me Donc, touche beaucoup que vous moi j'ai suiviez tout ça un peu de moins très de près. temps. Je dois Mais convaincre tout de suite. Allons-y Alors, quand la même sur deuxième le raison. nucléaire. Il veut apparaître comme le plus mordant, le plus courageux, le plus incisif. Il va au combat. Et Celui qui n'a donc, pas peur d'avoir des trous il dans n'a sa pas veste, peur. dit-il. Et ça fait ce travail-là. Vraiment, ça mobilise son propre camp. Mais en fait, je pense qu'il a fait des petites erreurs. La première erreur, et qui est très surprenante pour les gens de la communication, c'est quand Hollande lui dit « Vous ne prenez aucune décision, vous êtes chef de parti ». Et là où il devrait immédiatement tacler Hollande en disant « Mais monsieur Hollande, vous nous avez toujours dit que quand Jospin était Premier ministre, toutes les décisions se prenaient avec vous. Donc Là, vous dites prenez le des décisions. contraire. Il vient juste de dire Hollande qu'il n'a pris aucune décision quand il était chef de parti, ce qui est juste dramatique par rapport au Parti socialiste. Le deuxième point, c'est sur soyez honnête, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser dire dans un débat comme ça, soyez honnête au moins intellectuellement, c'est-à-dire que Hollande met d'un seul coup au milieu de la table, par exemple le procès Takedine, Copé devrait réagir. Et le dernier point, c'est toujours 2017. C'est-à-dire que Hollande lui dit, vous n'êtes pas dans l'époque, là, vous n'êtes pas dans le sujet de cette élection, vous vous préparez 2017. Ça devient presque un sujet humoristique. Or, ça ne doit surtout pas être un sujet pendant un débat pour les présidentielles. Parce Oui, qu'on donc- est sur la présidentielle de 2012, un point Oui, c'est mais là, tout. qu'est-ce qu'il peut faire quand on Il dit ne considère 2017? pas, il zappe. Donc il y a Copé débatteur face à des politiques du camp d'en face, puis alors, paradoxalement et d'une manière assez surprenante, il y a aussi parfois Copé débatteur face à des journalistes dans un exercice assez atypique mais qui se reproduit assez souvent. Je vais vous montrer deux petits extraits où là aussi on a droit à un match de boxe. Là, il s'agit d'un débat qui est initié par l'UMP, qui porte sur la laïcité, qui a d'ailleurs toujours porté sur la laïcité. C'était pas l'intitulé du départ. Hein. Si, enfin... Ah bah non, je peux reprendre Non, mais une déclaration de vous-même. D'ailleurs, je souhaite poser un certain nombre de problèmes de fond sur l'exercice des cultes religieux, singulièrement le culte musulman et Voilà. sa compatibilité avec les lois laïques de la République. Donc c'est quand même voilà, Alors, sur Je peux l'islam. peut-être vous en dire un peu plus. Ça a changé peut-être.
Mais vous avez le droit de me poser les questions de manière aimable, vous savez. Oh, mais c'est pas je vous trouve mal extrêmement aimable. comminatoire alors qu'on se parle gentiment, c'est le matin, on a une journée de travail, tout Mais va moi, bien je suis se passer. très très gentille. Alors tout va bien. L'Express, hier, l'hebdomadaire, parle d'une enquête de police qui a été menée sur la journaliste compagne de François Hollande. Ce sont des policiers des renseignements qui auraient reçu l'ordre de faire des recherches sur elle. Est-ce que si cela était confirmé, cela vous choquerait ? Pardon, je ne veux pas vous gâcher là encore la matinée, mais après tout, on a chacun nos engagements et je respecte tout à fait le vôtre. Mais peut-être on pourrait poser la question à l'envers. Si c'était faux, est-ce que ça ne vous choquerait pas, vous, en tant que citoyenne, quel que soit le vote qui sera le vôtre dans quelques mois, et c'est votre droit le plus strict, qu'ainsi en permanence on puisse, comme cela, faire des allusions plus que douteuses. On ne peut pas continuer ainsi dans le système médiatique qui est le nôtre, de balancer comme ça des informations qui permettent par insinuation, par allusion, de mettre en cause indirectement le pouvoir en place, c'est-à-dire le président de la République, vous voyez ? Parce qu'à la fin, ça fait beaucoup. Et à la fin, ça devient de la diffamation, vous savez. Il est beaucoup plus dans la séduction avec les journalistes que dans le match de boxe qu'il fait quand il parle avec des politiques. Il différencie vraiment bien les registres. Oui, souvent il est dans la séduction, mais quand on lui pose des questions Mais quand qui même, ne lui plaisent pas. voilà, faut pas pousser trop loin. Et quand même, il ne répond pas souvent aux questions quand elles sont très dérangeantes. Parce que quand on lui dit l'intitulé n'est pas le bon et qu'il répond si, si, enfin, mais non, non, en une demi-phrase, c'est un petit peu troublant. Et sur l'autre extrait, c'est aussi intéressant, c'est que on le voit un peu lassé. Je pense qu'il est vraiment sincèrement lassé à ce moment-là. Par contre, sous son air lassé, on sent quand même l'homme de pouvoir. C'est-à-dire qu'il est sur une radio publique et il dit à la journaliste, vous qui êtes probablement dans le camp opposé, et si c'était faux, ça s'est avéré faux. Hein. Attention, oui. Il avait raison, ça s'est avéré faux. Mais imaginez un journaliste de la radio publique qui d'un seul coup relaie juste une information, elle se retrouve avec une espèce devant elle de mur assez menaçant. Là, on le voit, un match de boxe aussi avec des journalistes. C'est votre registre spontané ou ça fait partie de la technique? Non, pas du tout. C'est le problème de ces extraits qui sont un peu sortis quand même de leur contexte. On l'a laissé suffisamment pour qu'on comprenne le contexte, oui, effectivement, je de la campagne. Je comprends, mais enfin bon, d'abord c'était une période de campagne qui était extrêmement dure, puisque je suis quand même obligé de rappeler qu'il y a eu un déluge, pardon. J'allais dire un délire, donc je préfère dire déluge médiatique absolument incroyable contre Nicolas Sarkozy pendant ces 6 mois de campagne. Enfin, je n'ai jamais vu un tel niveau de déchaînement et accessoirement une telle indulgence pour Hollande. On en paye le prix aujourd'hui puisqu'aucune bonne question, ou mauvaise question d'ailleurs, ne lui a été posée sur la manière dont il a augmenté les impôts, et donc vous etc. attaquez les médias. Et donc, il pouvait m'arriver, quand les questions étaient vraiment très engagées, de mettre les pieds dans le plat. Alors, votre communicant, disant la pauvre journaliste de la radio publique pouvait se sentir terriblement inquiète. Non, je n'ai jamais vu de journaliste de la radio publique inquiet lorsqu'il critiquait un gouvernement de droite. Jamais. Donc là-dessus, il faut que tout le monde soit très apaisé. Tout le monde se rassure, voilà. d'accord. Mais pour le reste, comme d'ailleurs même sur le débat avec François Hollande, il y a des passages dans le débat qui montrent aussi quelque chose d'autre. Il ne l'a pas relevé, puis ce n'est pas le choix de l'extrait, et puis ce n'est pas grave. C'est que moi, je voulais surtout montrer que François Hollande, dans aucun des grands sujets que nous évoquions, répondait clairement. Et c'était ça mon but. D'accord, mais quitte du coup, parce que ce qui pointe... Quitte du coup, effectivement, à apparaître... Parce que du coup, à apparaître quoi ? Quitte du coup à apparaître agressif, à apparaître peut-être arrogant, je ne sais quel terme on peut utiliser dans ces cas-là. Et je n'ai pas tout à fait la même analyse que votre observateur concernant l'histoire de 2017, parce qu'en vérité, ce n'était pas mon sujet. Nous n'étions pas dans un match. Je faisais ce débat pour le compte de notre candidat, Nicolas Sarkozy. Et je voulais simplement démontrer aux gens qui regardaient que sur chaque sujet, on avait un François Hollande qui n'était jamais clair. Voilà, c'était ça mon objectif. Donc ça veut dire, par exemple, quand François Hollande vous tacle parce qu'il l'a fait, vous ne vouliez pas vous défendre à ce moment-là. C'était volontaire. Quand il dit « il ne se défend pas, il laisse passer ». Mais bien sûr, ce n'était pas mon but. Donc il faisait ses petits mots d'esprit, ses bonnes blagues.
l'honnêteté intellectuelle, oui, alors il fallait que je n'avais aucune intention de justifier de quoi que ce soit, ce n'était pas le but. Pour revenir aux journalistes, j'ai retrouvé une interview de 2006 quand vous aviez sorti votre livre « Promis, j'arrête la langue de bois » et vous expliquez comment vous y prendre pour ne pas répondre à un journaliste habile et vous disiez « on casse l'ambiance, on répond quelque chose du style « si vous voulez ma place, on arrête l'interview ». C'est pour ça qu'on reprenait ces extraits en disant en fait c'est une technique, quoi. Voilà. C'est-à-dire le problème, c'est que vous avez des intervieweurs qui se mettent eux-mêmes en scène parfois. Et qui, oui, c'est ce que vous dites d'ailleurs, l'intervieweur ne doit pas se mettre en scène. Voilà. C'était la ligne d'après. Voilà, et vous avez des intervieweurs qui se mettent en scène eux-mêmes, voilà, et qui en réalité théâtralisent leur propre interview. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour faire sortir de l'homme ou de la femme politique ce qu'il a envie de dire, mais d'être dans un match. Bon, alors c'est vrai que quand ça dépasse le cadre qui pourrait être celui d'un entretien de questions-réponses, il peut arriver qu'on propose à ce moment-là aux journalistes de prendre sa place. Voilà. Quand même, les médias, ils ont beaucoup de défauts. Ils sont parisiens, ils sont à Saint-Germain, ouais. Ils veulent vous faire dire ce que vous voulez pas. Enfin, ouais, et pour tout vous dire, je le regrette un peu parce que c'est un métier qui est magnifique et qui demanderait sans doute que certains n'hésitent pas à creuser un peu plus les questions. Moi, je regrette que certains de vos confrères, je vous le dis d'autant plus que vous faites partie des gens qui creusaient beaucoup les choses, je le vois dans vos émissions, je regrette un peu que certains journalistes ne creusent pas un peu plus les questions, aient peur de la réaction de leur rédaction au motif qu'ils vont aller un peu plus loin dans tel ou tel sujet. C'est quoi creuser les questions, par exemple? On parlait tout à l'heure des la question. Écoutez, la question du pain au chocolat est typique. Voilà, on a refusé d'accepter ce que tout le monde sait, c'est-à-dire que je dénonce un fait. Ce serait quoi creuser? Creuser, c'est de dire au fait, est-ce que quand Jean-François Copé évoque l'idée que certains prétextent l'usage de la religion pour des fins de violence ou d'intégrisme, c'est ce fait-là qu'il faut évoquer. Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? Il a raison. Deuxième question, est-ce qu'il a eu raison de le dire ou pas? Oui ou non, mais en tout cas, c'est un débat. Séparer l'opportunité du commentaire de la réalité. L'essentiel du commentaire, ça a été pour dire il fait sa pub, etc. C'est ça que je regrette. D'accord. Voilà. Alors, on a parlé aussi, et vous l'avez évoqué dans l'extrait de 2017. Alors, c'est quelque chose dont on parle en permanence, 2017. Alors là, ça a été un peu mis sous le tapis parce qu'il y a un autre match là en perspective. Mais ça a été quelque chose dont on parle beaucoup à propos de vous. Jean-François Copé, c'est celui qui s'est déclaré candidat pour 2017. Alors, on a eu envie de revoir à quel moment c'était, dans quel contexte c'était, parce que c'est vrai qu'on l'entend tellement qu'on a un peu oublié. Et on a retrouvé, c'était sur Canal+. Un jour, Copé président? Non, ça veut dire un jour, si les circonstances le permettent, en tout cas, moi, j'essaierai de créer des conditions pour. C'est effectivement d'être en situation d'être candidat, mais c'est dans très longtemps. Hein. Vous aurez le temps de revenir me voir. 2012? Par exemple, non. Pour prendre cet exemple, non. Je ne pense pas que ce soit la bonne date. 5 ans après? Je pense en tout cas pas avant, en tout cas. Oui. Non, avant, ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà, donc on le voit, en fait, c'était dans le contexte d'un reportage. On a presque l'impression que ça vous échappe. Et quand on revoit ça, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'effectivement ça vous échappe ou est-ce que c'était complètement prémédité de dire ça en 2007, à un moment où vos relations ne sont pas au top, si ma mémoire est bonne, avec Nicolas Sarkozy? Vous avez parfaitement raison. C'est un moment qui était très très difficile pour moi, puisque c'était l'époque où Nicolas Sarkozy avait décidé de me donner une grande leçon. Il me reprochait beaucoup d'avoir été fidèle à Jacques Chirac jusqu'au bout, et à Dominique de Villepin. Et moi, j'ai toujours considéré que ma mission de ministre du Budget et de porte-parole du gouvernement commandait que là où d'autres partaient bien vite pour rejoindre Nicolas Sarkozy, j'accomplisse ma mission jusqu'au jour où je devais l'accomplir. Tout en sachant pertinemment qu'il aurait sans doute mieux valu, pour mon parcours personnel, aller plus vite le rejoindre. Il me l'a fait comprendre et même payer en me sortant du gouvernement lorsqu'il a été élu président de la République. Et c'est une période où ses amis voulaient m'enfoncer encore plus et me critiquaient énormément sur tout ce que je pouvais faire dans mes nouvelles fonctions de président de notre majorité à l'Assemblée. Et j'ai voulu simplement leur signifier que la vie était longue, que mon engagement dépassait les contingences immédiates et que j'avais choisi de consacrer ma vie au service de mon pays. Et que voilà, cela passait un jour, si les Français le voulaient, par le fait d'aspirer à un jour le diriger, si bien sûr, je le répète, les circonstances le permettent et les Français le souhaitent.
D'accord, donc en fait c'était quelque chose de complètement bien prémédité. Tout à Voilà, fait. parce que c'est vrai quand on voit l'image, on a l'impression Oui, que c'est un peu... bien sûr, mais parce que ça s'est trouvé là, ça aurait pu être une autre Ah d'accord, vous occasion. aviez décidé de le dire et puis l'occasion s'est présentée Oui. et voilà. Et puis on m'a posé la question, je n'avais pas l'intention de mentir, je trouve qu'il n'y a pas pire que celui qui vous dit qu'il n'est pas du tout ambitieux, qu'il n'a aucune idée de ce qu'il veut faire pour son pays, alors qu'on sait qu'il y pense, voilà. Bon, en tout cas, cette phrase, on l'a vu, on l'a déjà évoquée, donc revient régulièrement. Alors vous assumez, vous dites, c'est vrai que c'est assez rare de parler aussi clairement, aussi ouvertement, enfin même si Nicolas Sarkozy l'avait fait, mais aussi ouvertement de son ambition en politique. Alors dans votre livre que j'ai lu attentivement, vous dites que votre femme est psychologue et que du coup vous vous intéressez à la psychologie. Bien ça tombe bien parce que nous on a un psychanalyste qui s'intéresse beaucoup aussi au discours politique, qui commande quelques phrases sur ces questions de l'ambition. Ça commence par un extrait où on vous reparle encore de 2017. Et si je l'ai fait, c'était évidemment en connaissance de cause, avec une idée simple, c'est que c'est le rendez-vous d'une vie. Et que je crois que ça commande d'en parler tôt pour essayer d'imaginer avec les Français comment on veut construire la France de demain. J'entendais dans le reportage, on disait bah, oui, il est très pressé. Là, vous voyez, pour le coup, c'est pas très pressé, au contraire. Pressé de le dire. Ah, pressé de le dire, mais en tout cas, c'est s'inscrire dans une durée. Parce que je pense que la politique, c'est un parcours initiatique. On se construit, on prend des coups, on mûrit. Et c'est vrai que parfois je ne me reconnais pas toujours dans la caricature, même si comme dans toutes les caricatures, il y a du vrai. Le gars qui fait les bonnes études, qui pense qu'à ça. Quand il dit c'est le rendez-vous d'une vie, c'est étonnant de la manière d'en parler. Si c'est vrai, c'est-à-dire s'il ne s'agit pas seulement d'une affirmation pour les médias et pour conquérir le pouvoir, justement, si c'est vrai, ça me paraît un peu dangereux. C'est-à-dire que ça signifierait qu'il est en proie à cette ambition que moi je qualifie de fantasme tant que c'est pas réalisé. Un fantasme qui prendrait la place de tout son désir, de tout son vouloir. Mais si le fantasme recouvre tout, alors c'est embêtant parce que si jamais il échoue dans sa réalisation, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, ce dont il faut se souvenir, c'est que c'est vrai que le modèle de Jean-François Copé, c'est Nicolas Sarkozy, mais au départ, Jean-François Copé a été un Chiracien. Et il a fait la campagne notamment de 95 aux côtés de Jacques Chirac, quand Balladurie et Chiracien se divisaient. Et il a d'ailleurs souvent une manière de parler de la cruauté de la vie politique qui semble assez transparente. Je voulais vous montrer à travers l'extrait d'un documentaire, Les Fauves. Sarkozy fait le chien de garde pour Balladur, menace les récalcitrants qui ne veulent pas rejoindre son mentor. Le porte-parole devient porte-flingue. On passe du bluff au charme, du charme à la menace, de la menace au charme, du charme au bluff. On a tout eu. C'est des pressions sur le thème, tu te rends compte, ta carrière, ta circonscription, tu te rends bien compte que si jamais tu choisis le bon camp, tu pourras être au gouvernement, tu auras des tas d'aides de partout, tu veux un coup de main pour ta circonscription, mais voilà, enfin bon, c'était de l'époque, voilà. Et c'était beaucoup ça. Et puis quand il y avait un député qui était pas assez rapide pour apporter son soutien, il disait « Ah ben, on est déçus, quel dommage, qu'est-ce que tu fais ?» Et puis quand à celui qui apportait son soutien à Chirac, il disait vraiment, toi, mon pauvre ami, t'es vraiment fou, quoi, hein, d'aller avec ce gars qui a aucun avenir. Ce qui est vrai, c'est que moi, ce qui m'avait beaucoup frappé et indigné, mais encore une fois, je débutais dans le métier, c'est cette succession par rafale de députés et de ministres qui, de manière très méthodiquement organisée par Nicolas Sarkozy à l'époque, annonçait le ralliement à Balladur. Oui, je débutais dans le métier, hein. Il dit ça avec un petit sourire. Sa manière de raconter les coulisses, d'ailleurs, elle contraste avec celle de François Baroin. On a presque l'impression que ça l'amuse, ou qu'il a fait sienne les mœurs de la politique. Oui, je pense que c'est plutôt ça. C'est qu'il a compris qu'il ne pouvait pas se mettre en dehors du code. Et qu'il valait mieux en jouer cyniquement plutôt que de jouer les vierges effarouchées. Donc en ce sens-là, il est extrêmement réaliste, pragmatique. Mais en même temps, si on y réfléchit autrement que politiquement, je ferai l'hypothèse que tous ces hommes politiques qui nous disent, et il en fait partie, que les coups reçus, finalement, n'ont fait que les égratigner. Pourquoi est-ce qu'on les croirait ? Pourquoi est-ce qu'on ne se dirait pas que finalement c'est traumatique ? Et que quand on a été traumatisé par quelqu'un,
soit on s'en fait un allié en espérant bien qu'un jour on lui rendra les coups qu'il a donnés, soit on s'identifie à lui et on donne à d'autres les coups qu'on a reçus. Je pense que le blindage, il est superficiel et que la vie politique se double d'une vie psychologique. Bien souvent, on n'en a la révélation que très très longtemps après, mais il n'empêche que sur le moment, elle est sûrement très très active. Vous y avez déjà pensé à ça? Que le blindage, il est superficiel? Non. Quand vous évoquez tout ça? Pas du tout. Non, le blindage, bien sûr qu'il est totalement superficiel, pas de blindage. Là-dessus, je crois qu'il faut que les choses soient très claires. On ne peut pas être imperméable aux coups que l'on prend. Bien sûr que c'est souvent, alors peut-être pas des traumatismes, mais en tout cas des blessures. La seule chose, c'est de savoir comment on se reconstruit après. Et là, j'ai envie de dire que tout dépend aussi de l'éducation que l'on a reçue, des valeurs que l'on a, de la manière dont on s'est construit auparavant. Moi, j'ai là-dessus puisé de messages de mes parents, une très grande force, parce que l'histoire de ma famille, c'est une famille qui a vécu les tragédies du XXe siècle, la guerre de 40 ou la guerre d'Algérie, avec un père qui a été sauvé d'une rafle en 1943 à Aubusson par des justes, qui a donc passé l'essentiel de sa vie à avoir en tête à la fois qu'il a échappé à la mort, au pire, à la déportation, et qu'en même temps il y a échappé parce qu'une famille française a sauvé au péril de sa vie une autre famille française. Et du côté de ma mère, rapatriée d'Algérie, dont la famille a été ruinée et qui a dû tout recommencer à zéro, cette idée qu'il faut toujours repartir, qu'il faut toujours être positif. Donc dans l'analyse qui est faite par votre spécialiste, je ferai deux remarques. La première, c'est que lorsque je dis que c'est le projet d'une vie, ça ne signifie pas que je n'ai rien d'autre dans la vie. J'ai 1000 choses dans la vie. Ma famille, mes enfants, la musique, ce que j'aime. Mais pour autant, je construis quelque chose qui correspond à une flamme que j'ai en moi et qui m'amène naturellement à réfléchir à comment servir ce pays auquel je dois tant. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit respecter. Alors ensuite, le deuxième point qui est de dire, alors il a pris des coups, il n'est pas blindé. Mais personne n'est blindé. La question est, une fois qu'on a pris ses coups et ses blessures, c'est la manière dont on en guérit. Il y a la manière qui consiste à dire, je n'en guérirai jamais, je me vengerai. Oui, c'est ce qu'il dit, la première option. Voilà, ça n'est pas mon option. Je ne vais pas vous dire que je vais ouvrir grand mes bras à celui qui m'a donné 10 couteaux dans le dos. Mais en revanche, comprendre qu'il y a derrière tout cela parfois quelque chose qui est moins personnel qu'on ne le pense. Plus professionnel, comme disent les Anglais. C'est les circonstances qui font qu'on vous donne des coups. Voilà, m'amène à, non pas être indulgent, mais à être lucide. Lorsque je vois tel ou tel de ceux avec lesquels j'ai des relations extrêmement amicales depuis des années, et qui aujourd'hui, pour des raisons de circonstances, ont regardé les sondages et se disent « Ah non, ça on va pas avec Copé, parce que... Non. » Puis on a le même âge, et puis... J'ai compris, je ne suis pas naïf. Je dis juste une chose, c'est que la vie étant ce qu'elle est, il y aura besoin à un moment ou à un autre de travailler ensemble. Mais j'ai mesuré à cette occasion quelle était la solidité de leur colonne vertébrale. Pour terminer l'émission, vous avez parlé de votre famille, de vos parents, des leçons qu'ils vous ont données. Donc c'est que finalement, il faut toujours repartir d'un nouveau pied, c'est ça. Enfin voilà, faut pas se laisser marquer par le passé. Il ne faut rien oublier du passé, mais il faut être positif. Voilà. D'accord. Ça c'est facile à dire, pas toujours facile à faire. On a envie de vous dire. Hein. Bien sûr. Je ne vais pas vous dire le contraire, mais c'est justement par l'exemple qu'ils m'ont donné que j'ai reçu ce message qu'il y a toujours dans la vie, même dans les plus difficiles épreuves, une possibilité d'être positif. Voilà. Et d'ailleurs, justement, je ne sais pas faire agir, mais le petit sourire que vous avez dans le documentaire, là, quand vous parlez effectivement de la vie politique, vous dites « je débutais », vous avez ce sourire. C'est vrai que c'est étonnant, parce qu'on a l'impression que vous êtes extrêmement à distance. C'est dû à quoi? Parce que... C'est rare les hommes politiques qui racontent comme ça les pires horreurs de la vie politique, on peut dire, avec ce sourire comme ça. Oui, parce que je suis devenu philosophe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas ma manière de faire. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup de mal avec la trahison. Voilà, je ne vais pas vous mentir. Je ne sais pas faire ça.
Donc le sourire, il veut dire quoi, le sourire? Il veut dire quoi? Le sourire, c'est un sourire d'autodérision, parce que c'est pour dire je reste un peu naïf, je l'étais à l'époque, je le suis encore aujourd'hui. Ah, quand vous dites Voilà. je débutais avec ce sourire, en fait, vous voulez dire que vous êtes toujours naïf? Il m'arrive de l'être encore, oui, je vous l'avoue. Ah bon, et quand alors? Dites-nous juste quand. À des moments où là par exemple, durant la période que je vis, où je crois avoir encore progressé en connaissance de la nature humaine, et où il me paraissait évident qu'un certain nombre de gens, du fait du lien que j'avais construit avec eux, de fidélité, de solidité, m'amèneraient naturellement à les avoir à mes côtés, et que je les ai vus en cohorte ne pas me soutenir. Et c'est pour lequel que ça vous a le plus blessé? Oh, j'en parlerai quand je serai beaucoup plus vieux. Donc vos parents, on en parlait, vous en parlez, mais en fait, vous n'en parlez pas tant que ça. Vous l'avez dit de votre famille, hein, c'est souvent un peu, de manière un peu impressionniste. Il paraît que vous êtes très pudique. Alors on va revenir sur un dernier extrait, un moment où vous l'évoquez, un petit peu comme vous venez de le faire, commenté pour terminer par Frédéric Dumoulin. Français sauvés par d'autres Français. Quand mon grand-père, sa femme et ses 2 enfants ont été cachés et protégés par une famille de tapissiers d'Aubusson, alors que des soldats SS étaient à leur recherche un jour de novembre 1943. Français sauvés par des justes, qui, comme des milliers de résistants et de maquisards, ont pris le visage de la France en restant fidèles à son honneur. Alors ça rappelle un peu le français de s'en mêler de Exactement. Nicolas Sarkozy en 2007. C'est encore un point commun avec Nicolas Sarkozy, ça. Parce que justement, et c'est Jean-François Copé n'en parlait pas très souvent jusque. De quoi? De sa famille, de ses origines? Sa famille, oui. Il a certainement pensé pendant longtemps qu'en fait être issu d'une famille juive lui barrerait peut-être un jour la porte de l'Élysée, à tort ou à raison d'ailleurs. Mais l'élection de Nicolas Sarkozy, qui a lui-même des ascendants juifs, il s'est dit, ça l'a un peu débloqué là-dessus. Il s'est dit, moi aussi, je peux en parler librement, etc. Et puis, il y a aussi le fait qu'il est quand même plutôt assez pudique, et il ne parlait pas facilement de tout ça. Et vous pensez qu'il se fait violence, là, du coup, pour dire ça? Enfin, vous avez l'impression, vous qui le connaissez bien, qu'il se fait violence, ou que, bon, ça va... Je ne pense pas que ce soit le passage où il est le plus à l'aise, en fait, parce qu'il lit pas mal ses notes, en fait, à ce moment-là. Et il est quand même assez... c'est pas quelqu'un qui se livre facilement. Donc, il a plus un point commun là-dessus avec François Fillon qu'avec Nicolas Sarkozy. D'accord, donc référence à Nicolas Sarkozy, mais pas si facile que ça pour lui. Ouais, et alors ce qui est intéressant quand même, c'est que vous dites, bon, il évoque ses origines juives, mais là il ne dit pas le mot juif, il dit juste sauvé par des justes. Oui, c'est vrai. Il se dit peut-être qu'il y a un électorat de droite, très très à droite, qui n'est peut-être pas prêt non plus à avoir face à lui un candidat juif. Hein. C'est pas à exclure. Ça, je n'en ai jamais parlé, donc je peux pas l'affirmer, mais je pense que ça doit jouer dans sa démarche. C'est vrai que ça joue dans votre démarche, parce que c'est vrai que c'est son analyse. Oui, non, en fait non, parce que là par exemple dans le livre je parle beaucoup de ça, et j'évoque mes origines juives. Je dis par ailleurs que je ne suis pas religieux, ce qui est vrai, puisque j'ai été élevé dans une éducation extrêmement laïque. Je n'ai pas eu d'éducation religieuse parce que j'appartiens à une génération qui avait été extrêmement traumatisée par ce qui s'était passé pendant la guerre. Et quand il dit effectivement que vous lisez vos notes, c'est le moment du discours où vous n'êtes pas le plus à l'aise, c'est vrai, vous vous êtes fait violence pour en parler en vous disant il faut en parler, ou ça correspond à une envie? Non, pas du tout, mais c'est un moment où je suis en fait assez ému. D'accord, donc c'est pour ça, vous vous raccrochez à vos notes parce que vous êtes ému. Pourquoi? Parce que c'est d'évoquer cette histoire, ça vous... Non, c'est parce que mes parents sont à 3 rangs devant moi. Ah, d'accord. Ce discours, si vous voulez, il est un peu particulier. C'est la première fois de ma vie que je fais un discours dans lequel j'annonce, c'est quand même une décision importante, que je suis candidat à la tête de ma famille politique. Oui, il faut quand même rappeler effectivement le contexte de ce discours qui n'est pas une émission de télé parmi d'autres. C'est effectivement cet été votre déclaration de candidature. Oui, et donc c'est un moment quand même très important, très solennel, où je dis des choses très personnelles. Voilà. Et vous pensez que c'est important dans ces moments-là de parler de soi? Vous vous êtes posé la question de vous dire jusqu'où je parle de moi? Si vous êtes, puisque vous n'aimez pas, et vous l'avez redit, raconter des choses personnelles, parler de vous. Vous pensez qu'il y a jusqu'où il faut aller? Vous vous êtes posé la question sur le choix de certains mots, par exemple, comme il l'évoque? Non, non, pas vraiment. Non, parce qu'à un autre moment du discours, je parle du fait que mon grand-père fuyait l'antisémitisme. Donc non, Ah d'accord. Donc c'est une surinterprétation que dire que vous vous êtes dit... Là, en l'occurrence, oui. D'accord. Oui.
Et est-ce que Nicolas Sarkozy, est-ce qu'effectivement le fait que Nicolas Sarkozy parle de tout ça, enfin il parle de ses origines en 2007, c'est vrai que ça fait un peu penser à ses discours de 2007, ça vous a inspiré, ça vous a entre guillemets débloqué là-dessus, on peut dire? Je crois pas, non, en fait. Je l'ai souvent entendu dire, mais... Mais oui, mais justement, c'est vrai qu'on l'entend énormément. Non, je crois pas. Je crois que c'est le cheminement personnel que chacun fait. Non, je ne crois pas que ce soit Nicolas Sarkozy qui m'est inspiré sur ce point. Parce qu'on dit tout le temps que c'est votre modèle, alors on a envie de savoir. Ce qui est un petit peu excessif quand même. J'ai beaucoup d'admiration pour lui, pour le parcours qui est le sien, mais j'ai ma propre personnalité, ma propre histoire. D'accord, mais écoutez, merci beaucoup. Vous n'aimez pas parler de vous, j'espère que ça n'a pas été trop dur quand même d'évoquer ces moments, ça allait, c'est pas trop... Oh non, écoutez, ça fait partie aussi de la vie que de raconter ces choses-là dès lors que l'on veut aussi se montrer tel que l'on est aux Français, voilà. D'accord, merci beaucoup.